des LLM. Là, je vais creuser un petit peu plus aujourd'hui du côté du code que j'ai créé. C'est pas du code super beau, super solide, c'est des trucs que j'ai fait un petit peu ad hoc, mais je pense que c'est quand même intéressant comme indication de ce qui est possible de faire aujourd'hui. Donc, on va parler, donc c'est une pipeline de traitement de vidéo, donc c'est basé sur de l'open source, donc on parle de PeerTube, on parle des modèles ouverts, de différents outils qu'on peut utiliser pour avoir des fonctionnalités comme extraire des vignettes, avoir du titrage automatisé, des vidéos, de la transcription. Et pour ça, ben, on va utiliser des modèles multimodaux, donc des modèles qui sont capables de autant traiter du texte que de l'image. On va utiliser des API à travers des API de Ollama qui rendent disponibles ces modèles multimodaux-là. Puis on va un peu parler de comment on construit une pipeline à travers l'exécution de travail en batch. Surtout dans le cas où on fait beaucoup d'expérimentation, qu'on va tester des nouvelles fonctionnalités. C'est quoi la méthodologie un peu pour arriver à ça? Donc, dans l'application, donc j'en avais parlé la dernière fois aussi, tu sais, j'ai une banque de vidéos personnelles que j'ai toujours voulu faire quelque chose avec parce que c'était dans mon Google Photos, mais c'était jamais très publié, c'était pas très accessible parce que c'est difficile de voir souvent le contenu de ces vidéos-là basé sur juste une seule image thumbnail. Donc, il y a un traitement qui a été fait, puis j'ai présenté ça la dernière fois, comment ce traitement-là avait été fait avec un serveur NVIDIA qui est hosté par la compagnie qui m'emploie, qui s'appelle NationTech, qui gracieusement me fournit accès à des GPU NVIDIA pour faire le traitement de ces vidéos-là, puis de la transcription. Donc, aussi, ben, j'avais noté la dernière fois l'exemple de vidéo qui était. On va aller chercher. J'avais pas le lien. Ah ouais, ici. Donc, j'espère que ça va fonctionner. C'est un peu bête que. Bon, je vais continuer. Je pense que c'est parce que je me suis déconnecté puis je me suis reconnecté directement. Donc, en tout cas, bon, on utilise Proxmox en arrière de ça. On a une page PeerTube de vidéo. Ah, là, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, pas très fiable. Mais bon, qu'est-ce que je voulais parler, c'était vraiment le côté des scripts puis du code. Donc, comment ça s'est construit. Donc, j'ai un répertoire de vidéos que j'ai importé, que j'ai monté à deux différentes. Une qui est le visual. Je vais me rendre compte que c'est vrai que toute ma présentation va. Parce que là, mes outils de développement sont pas là. Donnez-moi un instant, je vais switcher à mon réseau local, puis je vais revenir. Non. On va passer à travers la présentation, puis je vais couper la connexion après. Donc, dans le répertoire sur GitHub, j'ai un dépôt de code sur mon user, RNG Adam, VLLM, Video LLM, Language Model. Et de ça, on a, ça décrit un peu, ça c'est le diagramme un peu du traitement que j'ai fait pour les vidéos. Donc, initialement, j'avais ce dépôt de vidéos-là. J'ai uploadé les vidéos à l'instance. Oui, on a un peu la pipeline, donc les scripts, l'ensemble de scripts qui vont prendre la source vidéo et qui vont faire différentes opérations sur ces vidéos-là. Donc, initialement, donc ça contient plusieurs vidéos, généralement en format MP4.
Puis, on va faire des traitements pour extraire des keyframes dans la vidéo, pour filtrer les keyframes redondants, parce que ça, souvent des vidéos, disons, d'une entrevue de quelqu'un, ben, c'est toujours la même image qui va être extraite avec très peu de changements. Donc, on veut filtrer ces keyframes-là qui sont redondants en regardant pour des keyframes qui n'ont pas beaucoup de différence un avec l'autre. Et ensuite, on veut prendre ces images-là puis les utiliser pour être capable de générer des descriptions d'images qui, ensemble, synthétisées, vont servir à créer la description, les métadonnées du vidéo sur PeerTube. Donc, de l'autre côté, ben, c'est sûr que ça, c'est un traitement plutôt d'image. On peut aussi extraire l'audio en fichier WAV. On peut le transcrire et prendre cette transcription-là qui a déjà une indication de temps et de le transformer dans des sous-titres WebOTT qui peuvent être affichés en conjonction avec le vidéo qui joue. Une fois qu'on a aussi des données comme des descriptifs d'images, mais qui servent aussi à générer des keywords, on peut aussi utiliser ces keywords-là pour faire du clustering de vidéos, donc créer des playlists des vidéos qui sont basées sur les mots-clés qu'on trouve. Donc, si vous allez voir le repo, donc c'est plusieurs étapes. Donc, comment qu'on fait ça? Ben, le développement de ça, ça a vraiment été itératif. Donc, c'était sur des fonctionnalités que je voulais créer. Donc, en fait, la première chose que j'ai fait, puis que j'ai peut-être probablement à refaire bientôt, c'est l'upload des vidéos. Si on va voir, là, donc, il y a le script de upload. Souvent, c'est un script qui sert à driver, donc d'aller chercher la liste des vidéos, donc regarder le MIME type, puis de faire l'opération d'upload, qui était ici, donc, une opération qui utilisait PeerTube Client Upload. Donc, il y a un utilitaire qui est fourni par PeerTube pour faire un premier téléversement de l'image. Donc, une des erreurs que j'ai fait là, c'est que j'ai pas retenu l'identifiant qui est retourné par ça, ce qui aurait été important, parce que plus tard, on va voir, il faut retrouver cet identifiant-là quand on veut mettre à jour des informations de métadata sur ça. Donc, souvent, c'est ça. Donc, c'est un traitement. Donc, on a un répertoire. On va utiliser un script bash souvent pour driver, de faire la sélection des vidéos et ensuite de faire l'opération avec les utilisateurs de ligne de commande. Ça, c'était une première étape. Ensuite, comme le diagramme l'indique, on a l'extract keyframe. Ça, c'était en deuxième étape, ce qui normalement on pourrait faire dans un autre ordre à l'air. Donc, extract keyframe, c'est aussi un script bash qui, à travers la liste des fichiers qui sont donnés, qui crée un sous-répertoire. Donc, souvent, c'est une bonne idée parce qu'on va générer beaucoup d'informations associées à chaque image. Donc, on va créer un répertoire dès le départ qui va servir à prendre l'information extraite, que ce soit des fichiers audio ou des thumbnails ou d'autres. C'est un indicateur pour montrer si on a déjà fait l'opération. Donc, ça peut être utile quand on fait des opérations batch ou qu'on a beaucoup de fichiers à traiter. Ben, c'est intéressant des fois de mettre un fichier pour indiquer, OK, l'opération a été complétée de façon réussie sur ça, puis on peut sauter le traitement particulier de cette vidéo-là. Là, ici, on voit l'utilisation de l'utilitaire de FFmpeg, qui est quand même un outil très puissant pour le traitement vidéo, pour aller chercher les keyframes qui sont type I ici. Donc, c'est un type d'image qui sert de référence dans la compression. Donc, la compression de vidéo, c'est souvent le delta de chaque frame. Puis, ben, il y a des keyframes qui servent comme des points de départ dans la vidéo. Donc, souvent, c'est des bons keyframes à aller chercher pour démarrer le traitement.
Alors, on fait ça, on génère, puis on sort les fichiers. Donc, ça nous permet de faire un traitement comme ça, d'avoir les fichiers, puis de souvent débugger des problèmes ou des erreurs au fur et à mesure qu'on tombe dessus. On continue. Donc, on a le filter redundant keyframe. Donc, ici, pour faire ça, on va utiliser, donc on a du Python ici, puis on a le script un petit peu driver de bash que j'indiquais. Donc, c'est loop through all directory pour nourrir le script. Donc, il va passer à travers tous les répertoires générés. Il va traiter ce répertoire. Puis, il va aller appliquer le script Python sur l'ensemble des thumbnails pour faire un filtrage sur ces thumbnails-là. Et de quoi ça ressemble? Donc, dans le script, c'est qu'on va utiliser un perceptual hash. Donc, il va nous permettre de calculer la différence entre les images et de faire sûr que les images qu'on garde, ils ont vraiment des différences significatives entre elles. Donc, puis c'est de ces images-là qui ont vraiment des différences. Donc, mettons un mouvement où on va avoir un chien, on va prendre une vidéo d'un arbre, on va avoir donc vraiment des mouvements, des différentes images. On va pouvoir utiliser ça, puis juste savoir ces images uniques-là décrites dans la vidéo. Donc, dans une séquence vidéo qui a beaucoup d'objets, où c'est intéressant de décrire un ensemble de choses dans la vidéo, mais là, on a des images uniques qui peuvent être traitées par des modèles multimodaux pour regarder ces images-là particulières. Donc, ensuite, juste pour continuer, on avait dans la donc keyframe, filter, puis on va générer les descriptions d'images. Donc là, ça commence à être intéressant avec les modèles multimodaux. Encore une fois, donc on part toujours du même répertoire, donc sur le système de fichiers, on repasse le traitement, donc on passe à travers les fichiers générés, puis on regarde, bon, y a-t-il eu un traitement? S'il n'y en a pas eu, OK, ben je vais générer des descriptions, puis je vais les placer dans un JSON de tous les thumbnails que j'ai gardés, donc que je n'ai pas filtrés. Et le script lui-même va traiter l'image, va les prendre en entrée et va les envoyer dans le JSON. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Process. Donc, on a la fonction process qui va aller chercher le fichier. Donc, qui va en base 64 et qui va créer un payload pour l'envoyer le request au modèle multimodal. Donc, normalement, c'est qu'on fait un tunnel SSH pour forwarder le port d'API au Llama et on va pouvoir poster donc le payload de ça contre l'API. Alors, ça nous permet, donc ça va nous permettre d'obtenir des descriptifs de cet ensemble d'images-là qu'on va pouvoir combiner ensemble et d'utiliser pour décrire les images. Alors, donc là, on a fini de ce côté-là. Donc, on est passé à travers le traitement des images et on va re-uploader puis mettre à jour les vidéos. Et on a une pipeline équivalente aussi du côté audio. Donc, l'extract audio va sortir le wave et le transcribe audio va utiliser Whisper du côté serveur, qui est GPU Accelerated, pour transcrire l'audio de la vidéo. Ça, c'est assez intéressant parce qu'il est capable de reconnaître le langage puis de vraiment adapter, donc que ce soit en chinois, en français ou en anglais, on va être capable d'avoir une transcription, de convertir ça dans des web BTT. Donc, c'est un peu ça l'évolution du script. Il y a encore du travail à faire. Donc, évidemment, ça a été un développement très itératif. Donc, au fur et à mesure d'explorer, de trouver des solutions pour rajouter des annotations. Puis, il y a des fonctionnalités à voir dans PeerTube lui-même pour la gestion des job batch. Donc, ça permettrait de gérer directement
ces fonctionnalités-là, de les appliquer à des vidéos au fur et à mesure qui sont téléversées dans le serveur PeerTube. Je vais aussi mettre à jour à PeerTube 7 parce que présentement, je suis sur une version 6. Le package est déjà sorti sur NixOS. Donc, il n'y a pas de raison de faire ça. Puis là, ben, je vais repenser là, le scripting, tout mettre ça ensemble pour s'assurer de garder l'identifiant aux vidéos téléversées. Alors, c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir BLLM, un peu pour le code, pour l'inspiration. Il y a beaucoup de ce code-là qui a été généré aussi avec l'aide de GitHub Copilot, qui est très pratique pour ce genre de... Quand on a des spécifications très claires, de lui donner, OK, je fais un script, je veux avoir j'ai telle entrée, je veux avoir telle sortie. Généralement, il fait un assez bon travail là, de générer ces scripts-là intermédiaires. Que la dernière version de PeerTube, version 7, est-ce que ça va te donner plus de fonctionnalités? Ben, c'est qu'ils ont changé beaucoup l'interface, puis étant donné que je voudrais intégrer ces fonctionnalités-là dans PeerTube, je voudrais le faire à partir de la dernière version, la version en cours de développement. En fait, même plus loin que ça, c'est qu'il faudrait de builder puis de packager à partir du source pour m'assurer d'un bon développement. Donc, je Okay. vois Antoine, une question? Oui, J'avais deux questions. Est-ce que Antoine, oui, je vais te laisser aller. Oui, Antoine? OK. Ben, c'est juste pour savoir parce que je sais que Pertube, je sais pas si c'est la version 7 ou 6, là, mais il avait déjà commencé à mettre, on pouvait déjà générer des sous-titres, je pense. Puis, est-ce que tu es au courant un peu de ce que Pertube permet déjà de faire? Puis, qu'est-ce que tu ajoutes en plus? Ben, en fait, j'ai pas tellement, non. Je me suis lancé là-dedans pour pouvoir aussi par intérêt personnel de voir si j'étais capable de faire le traitement. C'est pour ça que là, présentement, j'ai une expérience assez réussie de créer ces sorties-là. J'aimerais ça pouvoir les comparer avec comment ils ont fait sur PeerTube et d'intégrer s'il y a des fonctionnalités là, additionnelles que je peux contribuer, ben, ce serait intéressant à ce moment-là. OK. Ben, Mais merci. beaucoup, je pense que ça, tu sais, une des choses, c'est que c'est dépendant d'avoir une infrastructure aussi, de pouvoir rouler ces modèles-là. Parce que les modèles, tu as besoin de l'accélération GPU. Donc là, d'avoir un petit cluster à côté, quelque part, qui a ces GPU-là pour accélérer le traitement, ben c'est assez important. Donc, comment cette intégration-là se fait? Parce que ce ne sera pas nécessairement la pipeline de traitement des vidéos. Il faut faire appel à des ressources externes pour le faire. Donc, comment on fait ça Ouais. exactement? Ouais, Parfait, j'avais deux questions pour toi. Je voyais une licence MIT. Pourquoi MIT? Pourquoi pas Licence MIT PeerTube? dans mes affaires? J'ai vu MIT, licence, ouais, là. Ah, OK. Où est-ce que ton README, là, style? Ouais, C'était marqué licence MIT. ouais. Non, mais on le voyait dans le. Ben, c'est Ouais, écrit à dans le. côté. Ouais, c'est écrit dans le Ouais, dépôt, là. c'est ça. Ben, en général, tu sais, étant donné que c'est pas du code c'est super production ready, OK. puis que je pense que les gens, tu sais, c'est beaucoup des choses que j'ai été chercher à gauche, à droite, puis des choses que j'ai générées. Je n'ai pas vraiment tellement Y a-t-il une d'intérêt. licence que l'intelligence artificielle t'impose parce que si ça te suggère du code, si le code, des fois, il l'a pris ailleurs, est-ce que ça, il impose pas de licence sur le code qu'il te génère? Non, il n'impose pas de licence, mais en général, moi, j'ai été bien content de prendre des trucs d'MIT Parfait. parce que c'est ça qui est le plus flexible. Puis je voulais donner cette même flexibilité-là à des gens qui voudraient explorer Parce que le le plus côté flexible, pipeline. le plus flexible, c'est GPL, là, Ben, comme, GPL, tu sais, c'est qu'il faut que tu comme recontribues Linux. les changements à, Comme ça, tu sais, à- si moi je vole ton code, je suis obligé de leur donner les améliorations que j'ai faites à ton code. C'est ouais, l'avantage de avec la GPL. GPL. Sauf que je suis pas tellement, tu sais, j'y tiens pas tellement. Je pense que, OK. puis de toute façon, je parle de self-reinforcing dans le sens que, franchement, le code, c'est
je considère plus vraiment ça comme un asset. Je considère ça comme une dette pour traîner. Puis en général, quand je fais des modifications à une source de d'autres projets, ben, je préfère les contribuer parce que ça m'évite d'avoir à maintenir cette dette-là. Donc, c'est une perspective différente, je pense, sur la valeur du source. OK. Puis la deuxième question que j'avais pour toi, c'était que quand j'ai vu la description de ta présentation, j'ai dit cool. J'ai finalement trouvé quelqu'un qui va convertir les millions de vidéos des Linux Meetup. Hein? C'est-tu pas cool, ça? C'est-tu quelque chose qui est réalisable? Ben, en fait, j'avais des plans beaucoup plus ambitieux pour la présentation. Mais malheureusement, j'ai été pris par d'autres projets entre-temps, donc j'ai pas pu développer mon concept qui était de vraiment faire une démonstration de vraiment un montage de vidéos automatisé. Donc, de découvrir les transitions dans la vidéo, les personnes qui sont là. Donc, de faire ce genre de traitement-là pour faire le découpage puis le montage des vidéos. C'était ça mon plan original, mais ça aurait demandé peut-être un ou deux week-ends que j'ai pas eu dans le dernier mois pour le faire. Mais Ben, que c'est je vais bon, peut-être avoir dans le futur. Donc, on va être impatient de revoir la suite. c'est ça. Il y a pas une autre présentation dans la pipeline qui va venir Oui, pour, oui, pour faire ça. parfait. Ben, parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Ricky. Oui, merci. Bonne soirée.